Voilà, donc les chartes graphiques. Ici, j'ai recherché la charte graphique de la chaîne TV Arte, que tout le monde regarde évidemment, euh, surtout les jeunes. C'est très hype. Donc la voilà. Et pourquoi je vous la montre c'est parce qu'elle a quelque chose de particulier. Donc d'abord, quelle est la boîte qui a fait ça Euh, La voici, je pense que voilà. On va aller voir les caractéristiques de la charte graphique. Donc, vous avez vu que j'ai indiqué le mot PDF. Si vous voulez trouver des chartes graphiques sur le web et les voir en version imprimable, il suffit de taper PDF après le mot charte graphique et le nom de la boîte. Donc, il y en a des milliers qui sont disponibles sur le web, c'est public. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est ceci à propos de la couleur du logo. Donc, le logo a changé de couleur entre l'ancienne version et la refonte, en fait, puisqu'il s'agit d'une refonte de l'identité visuelle de Arte. Euh, et ici, vous avez des indications comment obtenir cette couleur-là quand on imprime en CMJN et quand on affiche en RVB. Sauf que c'est pas complet, en fait. Et vous savez ce qui manque, là petite idée pourquoi c'est imprécis, pourquoi c'est pas complet? Ah oui, à part ça, ils indiquent aussi la Pantone. Il manque quelque chose là. Donc c'est un peu comme si je vous donnais une recette pour faire de la tarte aux pommes et je vous dis il faut précisément 510 grammes de pâte euh, et il faut précisément 318 grammes de pommes. Ça a l'air très précis, un peu comme ici. Ça a l'air précis, sauf que pas du tout. Parce que je ne vous ai pas indiqué le type de farine que vous devez utiliser, ni le type de pomme. Mais c'est un peu la même chose ici. Donc, qu'est-ce qui manque ici? Ouais, mais pas une unité ou un truc, enfin, pas pourcentage. Non. C'est un peu comme la recette de cuisine pour la tarte aux pommes. Je vous dis pas quel type de farine, c'est quoi, froment, blé, farine pâtissière, enfin je sais pas. La type de pomme, c'est du jaune à gold, c'est du Pink Lady, c'est quoi non, je vous ai donné précisément des valeurs, des quantités de pommes et de farine, mais je vous ai pas précisé quel type de pomme et quel type de farine, et donc c'est complètement foireux. Plein de personnes qui font la même recette vont obtenir plein de résultats différents, et parfois certaines tartes seront infectes. Hum, Je vous le dis. oui, oui, Mais le type de papier sur lequel on imprime, ces quantités d'encre sur un papier couché, donc lisse, imperméabilisé avec une couche de kaolin, c'est pour que l'encre ne rentre pas dans les fibres. C'est comme ça qu'on fait, c'est du kaolin, c'est une espèce de calcaire qu'on utilise pour imperméabiliser les feuilles. Euh, et la même quantité d'encre sur un papier fibreux, avec du gras, un toucher intéressant. L'encre, par contre, va rentrer dans les fibres du papier et va donner un résultat visuel différent, en fait. Voilà. Et donc, voilà, il manque le type de papier. Même chose ici pour l'écran. C'est quoi C'est quel écran C'est un écran de téléphone aux normes P3 Est-ce que c'est un écran bas de gamme aux normes sRGB On ne sait pas. Donc, les mêmes valeurs RVB sur différents écrans vont donner des couleurs différentes. Et c'est pour ça qu'ici, il y a quelque chose d'intéressant. C'est ils ont un peu amélioré. Ça se voit dans certaines chartes graphiques, mais c'est rare. Ils indiquent des valeurs CMJN différentes dans la nouvelle charte, donc le nouveau logo, qui est... Ah oui, ils ont pris le aussi HKS. Ah oui, ils ont le Pantone aussi. Ils indiquent les deux, ok. 172C, c'est le Pantone. Donc là, ils indiquent, voilà, impression sur papier couché, donc papier lisse, imperméabilisé au kaolin.
80% de magenta, 100% de jaune. Et par contre, sur papier journal, il faudra diminuer un peu le magenta dans ce cas-ci, 75% de magenta, 100% de jaune. Donc, et c'est un logo qui est simple. Il y a que du magenta et du jaune dedans, mais vous avez parfois des logos avec plus de composantes. Évidemment, il y a du cyan, parfois du noir. Et donc, tout ça est intéressant. Donc, je pense que ça peut être bien pour avoir l'air vraiment professionnel et être didactique et l'expliquer aux clients que dans la charte, vous avez prévu que pour obtenir la vraie couleur, il faut, suivant le type de papier, des pourcentages d'encre différents, suivant le type d'écran. Ils l'ont pas fait ici, mais suivant le type d'écran. Donc, on va supposer que c'est du sRGB. C'est le plus courant, le standard RGB, les écrans bas de gamme du bureautique. Pour obtenir sur un écran bas de gamme du bureautique cette couleur-là, il faut certainement cette quantité-là de lumière. Mais donc là, ils n'ont pas poussé le bouchon jusqu'à indiquer sRGB ou P3. Mais pourtant, ce serait assez pro de le faire. Donc, on rencontre souvent des chartes graphiques où on ne fait pas cette différence, on n'indique pas. Et c'est dommage, c'est imprécis. Ça donne l'impression que c'est précis, alors qu'en fait, c'est imprécis. Donc, ce n'est pas la seule charte où vous allez rencontrer ce genre de choses. Alors, parfois, au lieu de vous indiquer juste la description du papier, ils vont vous donner la norme. Par exemple, pour le papier couché, ils vont vous dire c'est du faux gras 39. Faux gras 39, c'est la norme ça correspond au papier. Mais ça, j'imagine que vous connaissez cette norme-là, vous avez déjà vu passer et vous connaissez. Voilà. Faux gras 39, standard colorimétrique pour l'impression offset, se basant sur la norme internationale ISO. Voilà. Donc, parfois, à la place du faux gras 39, l'imprimeur vous donne un profil ISO et vous devez l'installer et utiliser ce profil-là pour générer votre PDF et que les couleurs soient bonnes. OK. Donc, quand on vous donne une norme comme ça, c'est en fonction de la presse. Vous êtes en Europe, on imprime avec des encres européennes et sur un papier couché, lisse, donc imperméabilisé. L'encre reste plus en surface que sur du papier fibreux. Voilà ce que ça veut dire. Pourquoi je parle de presse européenne? C'est quoi la différence entre les presses européennes et les presses américaines? Et ça, c'est un gros problème. Quand vous installez votre logiciel Adobe, votre suite en anglais, vous avez les réglages américains. Et bonjour les dégâts au niveau des couleurs. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre une presse offset américaine et une presse offset européenne? C'est pas du cyan. Ouais, c'est ça. Le cyan et le magenta sont pas exactement les mêmes. Donc, ça, c'est une presse offset. Au niveau technique, ça va être la même chose. Canada, États-Unis, Japon, ce sera les mêmes presses qu'en Europe. Mais par contre, en Europe, on n'utilise pas la même couleur de cyan et pas la même couleur de magenta. Donc, c'est pour ça. Ils ont leur propre profil de presse US Sheetfed, Coated, US Sheetfed Uncoated. Vous les voyez dans la liste. C'est dans le logiciel Adobe. Hein. Vous le voyez, c'est profil US. C'est pour quand on transforme du RVB vers du CMJN ou du Pantone vers du CMJN, pour que ça fasse les bonnes quantités d'encre, compte tenu du fait que le cyan est légèrement différent et le magenta aussi. Voilà. Et donc, le problème, c'est que si vous installez vos logiciels Adobe en anglais, vous avez dans tous les logiciels les réglages qui sont indiqués, qui sont des presses américaines, en fait. Donc, très problématique. Il faut faire gaffe à ça. C'est très bien. On peut installer, évidemment, en anglais les logiciels. Ça se justifie quand on travaille dans des milieux où on parle différentes langues. Mais attention à ceci, dans édition couleur, dans les logiciels, vous aurez à la place du CMJN européen qui est pris comme
Ouais. Quand on crée un document Illustrator, ça va répondre à ces normes-là. Vous aurez du US. Voilà. C'est pas bon, quoi. OK? Vous voyez la différence entre Sheetfed et Web, ici? C'est quoi la différence? Mais c'est pas bien. Ah, Juste, pour votre information personnelle, quoi. il y en a pour le web et d'autres pour après. Et non, pas du tout. C'est un faux ami. Voilà. Vous séchez la différence entre Sheetfed, US Coated, là, dans Illustrator, oui. Les deux profils Sheetfed. Donc, visiblement, il y en a un pour du papier lisse et un pour du papier graineux, le Sheetfed. Et puis, il y en a un autre, c'est pour du papier lisse et l'autre pour du papier graineux. Donc, il arrive en deux variantes à chaque fois. D'abord, ça veut dire quoi, Sheetfed? Si vous connaissez l'anglais, c'est deux mots, ça. Sheet, fed. Le sheet and feuille. Sheet, c'est une feuille, ouais. Fed, c'est quoi? Vous voyez pas? C'est le nourrissage, l'alimentation. Donc là, on a dit que c'est l'alimentation par feuille. Je vous montre les différences et on va pas y passer des jours, hein. Ici, vous avez une sheet fed, une alimentation en feuille à feuille. Ça veut dire que les feuilles sont prédécoupées, elles sont en bloc comme ça, voilà, et puis vous avez les ventouses qui viennent les chercher. Donc les feuilles prédécoupées. Et puis vous avez l'autre type de presse, quand on doit imprimer généralement beaucoup plus d'exemplaires, on passe à quelque chose de plus rapide, où ça imprime sur un rouleau, c'est ce qu'on appelle une rotative, donc un rouleau de papier, et alors c'est quand c'est imprimé que les feuilles sont découpées à la sortie. Voilà, et donc c'est ça la différence. Quand on vous dit sheetfed, c'est ce type de presse. Quand on vous dit web, ça indique que c'est un rouleau. Web, c'est rouleau dans ce cas-là. OK, donc faux ami, ça n'a rien à voir avec Internet. Donc là, je suis dans Illustrator, dans édition couleur, et je vois ceci, synchronisation désactivée. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Ouais. Bah, évidemment, vous allez dire, ça veut dire que vos applications ne sont pas synchronisées pour une gestion des couleurs homogènes. OK, mais est-ce que vous voyez ce que ça veut réellement dire? C'est pas les. Ah, Voilà, c'est ça. Donc, tu fais un projet dans Illustrator et tu voudrais que quand tu l'amènes dans InDesign, il n'y ait pas de changement de couleur, que ce soit nickel. En fait, ce qu'il faut, c'est que ce soit synchronisé. Ça veut dire que dans tous les logiciels de la suite, s'il est indiqué ici synchronisé dans tous les logiciels de la suite, vous avez les mêmes réglages ici. L'espace de travail, c'est du sRGB, dans ce cas, si vous voulez. Mais la plupart du temps, on va plutôt choisir moniteur pour. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais bon, peu importe. Donc, sRGB, le même CMJN dans tous les logiciels. Donc, ils sont synchronisés. Ils ont le même réglage. Y compris aussi pour les règles de gestion des couleurs. Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre une image qui a un profil? Est-ce que automatiquement on l'ouvre avec ce profil-là qui est pris en compte, ou est-ce qu'on le convertit dans l'espace de travail? C'est celui-ci dans ce cas-ci, sRGB. Ou est-ce qu'on fait ça manuellement en cochant ceci? Bon, toutes les règles de gestion des couleurs. Donc tout ça, tout ce qui est dans ce panneau ici, voilà. Tiens, il y a plus d'options. Ah oui, ça c'est les types de conversion, suivant qu'on convertit des photos ou des logos, mais ça devient un peu pointu, hein. Pour convertir de RVB vers CMYN des photos, on prendra plutôt perception. Pour des logos, on prendra plutôt saturation, en fait, oui. Donc, tout ça, les options de conversion ici, c'est un peu plus pointu. Et le système de gestion des couleurs qui est utilisé, est-ce que c'est celui de Adobe ou celui de Apple? Voilà. Mais donc, OK. Donc, la question maintenant, c'est, oui, donc c'est bien, en fait, d'avoir les mêmes réglages forcément dans tous les logiciels, Photoshop, InDesign, Illustrator. Sinon, quand vous passez quelque chose d'un logiciel à l'autre, les couleurs vont changer. Mais comment faire en sorte que vous ayez les mêmes réglages dans tous les logiciels? Mais il y a une réponse évidente.
Et puis, il y en a une autre, si vous ne connaissez pas, je vais vous l'expliquer. Donc, t'imagines qu'il y a un système qui existe et qui permettrait de modifier tout ça d'un coup dans toutes les applications. Mais tu rêves, toi. Mais si, ça existe. Mais c'est pas dans le Creative Cloud. En effet, donc la première solution, ce serait d'ouvrir chaque logiciel, d'aller dans édition couleur et d'aller modifier ça pour que ce soit pareil dans tous. Ça marcherait, mais ça vous prendrait énormément de temps. Donc, il y a l'autre solution. D'abord, écoutez, on va enregistrer le paramètre qu'on a fait là, hein, comme ça on va bien le reconnaître. Allez-y, allez dans Illustrator par exemple, vérifiez que vous êtes bien en sRGB et en Coated, et puis vous allez enregistrer le paramètre en cliquant sur enregistrer, puis vous arrivez à un endroit où il y a tous les paramètres et vous allez juste lui donner un nom. Ici, je vais appeler ça Nov 2024 parce qu'on est en novembre 2024 et je vais indiquer que c'est du sRGB et Fogra 39. Donc déjà, si chez vous, c'est pas réglé comme ça, réglez-le comme ça dans édition couleur. Et en fait, ce que je suis en train de faire là, je pourrais le faire dans Photoshop ou dans InDesign, c'est la même boîte. L'idée, c'est qu'on va enregistrer le paramètre et puis on va se servir de quelque chose pour le propager à toutes les applications. Et à ce moment-là, toutes les applications auront les mêmes paramètres. Et alors l'icône ici indiquera que c'est synchronisé. La suite au niveau du réglage couleur est synchronisée. Voilà, donc j'ai appelé ça Nov 2024 sRGB Fogra 39. Voilà, ça apparaît là. Bon, quand c'est fait, vous cliquez sur OK. Et puis, on va aller propager ça à toutes les applications. Donc, pour propager ça, il vous faut le logiciel Bridge. Alors, vous lancez Bridge, qui est certainement, j'espère, installé chez vous. Bon, s'il n'est pas installé, installez-le par le manager d'application. C'est pas une grosse application, ça va aller vite pour l'installer. Voilà. Donc, vous devez aller, en fait, pas sur les mises à jour, mais sur toutes les applications quand vous êtes dans le manager et vous avez Bridge qui est quelque part prêt à être installé. Chez moi, il est déjà installé. Donc, c'est un logiciel qui est sous-exploité, Bridge. Il est hyper intéressant. C'est un navigateur qui vous permet de naviguer dans tous vos dossiers sur le disque dur et de voir le contenu des fichiers Illustrator, InDesign, Photoshop, sans devoir les ouvrir. Donc, ça vous crée les icônes et vous pouvez les voir en grand. Ça vous permet de modifier les métadonnées dans les photos. Si vous voulez, dans une série de photos, indiquer un copyright, insérer un copyright pour protéger vos photos d'un point de vue juridique, Bridge vous permet d'appliquer des métadonnées à énormément de photos. Et pas seulement le copyright. Ça vous permet de faire ce qu'on va faire ici, synchroniser la couleur sur la Creative Suite. Donc, c'est un logiciel qui est assez intéressant à utiliser quand même. Je vous montre comment ça marche. Donc, il y a plein de choses ici dans Bridge. Oui, ça permet aussi, comme dans Lightroom, de faire des collections, d'indiquer la qualité des images avec des étoiles de 0 à 5, de faire des collections automatiques par mots-clés sur les images. Et tout ça est accessible. Ces collections sont accessibles par Photoshop. Si je veux faire du traitement par lot, je peux le faire dans Photoshop, vous savez, sur un dossier qui contient des images. Mais je peux aussi le faire sur des collections Bridge, c'est-à-dire des images qui se trouvent dans plein de dossiers différents. Mais bon, voilà, ça c'est juste pour vous dire un peu ce que Bridge permet de faire. Donc là, je vais juste utiliser une toute petite partie de Bridge, la synchronisation des couleurs sur la Creative Suite. C'est dans le menu Édition et c'est dans Paramètres de couleur. Édition, Paramètres de couleur. Voilà. Pour l'instant, ça indique que c'est désynchronisé. Donc, je vais devoir trouver dans la liste
Celui que j'ai fait récemment, je l'avais appelé comment? Nov. Oui, ça commençait par Nov. Voilà, le voilà. Il est là. Le paramètre de réglage couleur que j'ai créé via Illustrator, mais que j'aurais pu régler créer par Photoshop ou InDesign, c'est la même chose. Et là, je vais appliquer. Donc là, en principe, édition paramètres de couleur, il indique que c'est synchronisé. Et quand je vais maintenant dans n'importe quel logiciel, par exemple, je suis dans Illustrator, en principe, dans édition couleur, il indique que c'est synchronisé. Ça veut dire que tous les autres logiciels de la suite ont les mêmes réglages. Et ça, quand on transfère des éléments d'un logiciel à l'autre, c'est nickel. Il n'y a pas de conflit. Ils sont tous réglés pour du CMJ Encoded FOGRA 39, pour du RVB, sRGB. Voilà. Donc ça me paraît quand même essentiel de comprendre ça. Bon, voilà, on imagine, vous avez trouvé pour votre logo, pour votre identité visuelle, vous avez choisi une couleur Pantone. Donc ici, c'est 252C. 252C, ça indique quoi, le C? Si on regarde sur le guide, c'est indiqué Pantone Solid Coated. Donc c'est juste que ce pourcentage d'encre, donc là ils indiquent le pourcentage d'encre, parce que c'est basé sur les encres de base. D'ailleurs, il y en a une ici en dessous, Purple C, c'est une des encres de base Pantone. Il n'y a pas 700 encres Pantone qui sont en vente, hein. Les imprimeurs achètent le lot de base, le jeu de base d'une trentaine d'encres, si je me souviens bien, c'est une trentaine d'encres, et puis ils ont les pourcentages pour obtenir telle ou telle couleur Pantone, les pourcentages qui doivent mélanger les encres de base. Donc voilà, une encre de base Purple C, mais voilà. Et puis il y a la formule, ce qu'on appelle la formule qui est indiquée là. Ça, c'est pour l'imprimeur, c'est pas pour vous. Par contre, vous, ce qui vous intéresse, c'est la référence Pantone. Donc ça indique que c'est cette couleur Pantone-là sur papier couché et sur papier non couché. Elle ne donne pas exactement la même couleur. Logique, puisque les fibres interviennent. Donc, imaginons, je vais faire donc dans Illustrator une couleur de fond sur mon rectangle ici, Pantone. Donc, je vais aller dans le nuancier et dans le nuancier, je vais donc créer éventuellement la couleur par menu de la palette nuancier, nouvelle nuance. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? En fait, oui, en fait, j'ai un peu confondu parce qu'on n'est pas dans InDesign, on est dans Illustrator, et donc c'est pas là que ça va se passer, en fait. C'est malin. On va annuler ça. Ça, c'est si on était dans InDesign. C'est là qu'on trouverait les catalogues couleurs. Mais dans Illustrator, les catalogues couleurs, vous les trouvez, par exemple, il y a différents endroits pour les trouver, mais en bas à gauche du nuancier, dans le menu, là, vous avez catalogue de couleurs et vous avez tous les catalogues de couleurs. Tiens, dans la charte Arte, là, on avait trouvé, ils avaient indiqué du HKS, il me semble. Voilà. Mais par contre, les Pantones n'y sont plus. Mais ça, vous êtes parfaitement au courant que maintenant, les Pantones ne sont plus dans les logiciels Adobe. Parce que la collaboration s'est arrêtée et Pantone, apparemment, cherche à augmenter ses revenus. Ils ont mis au point un système d'abonnement qui s'appelle Pantone Connect. Voilà. Donc, et ça coûte quand même quelques dizaines d'euros chaque mois pour avoir accès à leurs couleurs. Donc, Post Affinity, c'est. donc dans Affinity, qui appartient maintenant à Canva, ce serait d'office encore dans la dernière version, les Pantone ils s'y trouveraient. Tiens. Donc ça veut dire qu'ils payent quelque chose à Pantone. C'est surprenant. Pourquoi pas? Donc, j'imagine que vous avez tous utilisé l'astuce d'aller rechercher les anciens nuanciers dans les anciennes versions Adobe
Et si vous n'avez pas d'ancienne version Adobe, d'aller les chercher sur le web. Ici, j'ai fait une vidéo qui explique comment aller chercher sur GitHub plein de nuanciers, dont les anciens nuanciers Pantone qui étaient disponibles dans les anciennes versions, donc Adobe. Et également, vous voyez le RAL, vous connaissez le RAL? Donc le RAL, c'est utilisé beaucoup par les décorateurs en fait d'intérieur. Donc décoration d'intérieur, c'est ça qu'ils utilisent. Parmi la liste de nuanciers, je pense qu'il y a même les nuanciers Disney qui se trouvent là. Je pense que oui, ils viennent même parce que même Disney voilà, ok, on va faire comme ça. On voit l'entièreté là. Vous voyez, il y a même sur le GitHub qui est voilà, qui est accessible, j'espère encore, mais sinon vous le trouvez ailleurs. Il y a même les nuanciers pour Disney. Voilà, le RAL, le Pantone, le Natural Color System, etc. Plein de nuanciers. Et donc, on télécharge ça et on les installe là où il faut dans les logiciels Adobe. Et on les retrouve alors dans les catalogues couleurs. Voilà, dans le menu où on est allé et où ils ne se trouvaient pas. Il y a juste un petit problème, c'est que ça, c'est les anciens nuanciers Pantone. Et actuellement, Pantone a changé toutes ses formules. Soi-disant, d'après eux, pour se conformer aux exigences écologiques européennes, pour que les encres soient moins polluantes, ils ont de nouveaux nuanciers. Et ça, c'est les anciens nuanciers, en fait. C'est pas les nouveaux. Donc, attention, il y a peut-être un petit problème de ce côté-là. Est-ce que les imprimeurs travaillent avec les anciennes formules et les anciennes encres ou les nouvelles encres et les nouvelles formules? Vous voyez, donc quelque part, je pense que Pantone essaye quelque part de contrer le fait que les gens vont rechercher les anciens nuanciers et en plus, par la même occasion, c'est sans doute réel, ils se conforment à des exigences écologiques des normes européennes auxquelles ils doivent se plier. Donc, d'une pierre deux coups. Voilà. OK. Donc, on va voir comment quand même s'en sortir sans les nuanciers, à faire la nuance au coup par coup dans les logiciels Adobe. Hein. Donc, j'avais dit Pantone 252C. Ben voilà. Par exemple, on va faire ça. Donc, je récupérerai vos fichiers après. Je vais vous passer le nuancier. Donc, si vous voulez, comment dire, choisir n'importe quelle autre couleur Pantone, vous allez pouvoir, en fait. Hein. Moi, je vais juste noter ici dans mon texte edit que je vais utiliser la 252C. Voilà. Ok, vous avez choisi une couleur peut-être Pantone, une référence différente de celle que j'ai ici, mais donc voilà, moi j'ai choisi 252C. Donc toi, tu as le référencier de uncoated, donc toi à la place de C, c'est U, uncoated, non couché. En fait, coated en anglais, ça veut dire pelliculé, hein, c'était une couche, hein, donc voilà. Donc la traduction de français à anglais n'est pas tout à fait correcte, hein, couché, pelliculé. Ok, Pantone, ok. On va l'écrire comme ça, ce sera mieux, voilà. Donc la solution, vous avez votre forme qui est sélectionnée, vous avez déjà une couleur dans l'échantillon de premier plan de fond, donc dans la palette des outils. Vous allez dans le menu de la palette nuancier choisir nouvelle nuance. Et alors là, il va falloir indiquer les valeurs LAB, de la couleur Pantone. Par contre, dans le nuancier, elles ne sont pas indiquées, les couleurs LAB. Sur certains nuanciers Pantone, ils indiquent le LAB. Donc le LAB, c'est quoi? Quelqu'un connaît le LAB? Vous l'avez vu comme ça dans Photoshop passé? Vous avez pensé que ça veut dire laboratoire? Peut-être pas du tout. Donc le LAB, ça vous dit quelque chose? Donc c'est le seul parmi tous les
mode de description des couleurs qui sont là, RVB, TSL, CMJN, c'est le seul qui est capable de décrire toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Tandis que les autres, non. Parce que ce sont ici ce qu'on appelle des modèles dépendants du matériel, c'est-à-dire c'est des modèles qui existent uniquement parce qu'il existe du matériel qui crée des couleurs par mélange de lumière, qui crée des couleurs par mélange, par superposition d'encre. Donc, et ça ne décrit pas, le RVB et le CMJN ne décrit jamais toutes les couleurs visibles par l'œil humain, tandis que le LAB, oui. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est un choix qui peut être intéressant. Ici, vous avez le modèle LAB et ça vous explique pourquoi ça s'appelle le LAB. C'est parce qu'il y a un axe de luminosité et puis vous avez deux axes de couleurs A et B. Voilà. Donc ça permet de décrire toutes les couleurs visibles par l'œil humain. C'est scientifique. Voilà. Donc, ce qu'il nous faut pour notre Pantone que vous avez choisi, quelle valeur LAB à cette Pantone? Si je mesurais avec un spectrophotomètre l'échantillon dans le nuancier Pantone, quelle valeur LAB je trouverais? Donc, dans ce cas-là, on va essayer de trouver en ligne un convertisseur Pantone LAB. Donc, par exemple, je vais ici dans un navigateur web, taper le nom de la Pantone et puis le mot LAB. Alors ici, je tombe sur ceci. Ah, il me donne ici la couleur hexadécimale. Mais est-ce qu'il me donne la couleur LAB? Oui, il donne la LAB. Bah, c'est facile. Ok, ça a été trop facile, ça. Donc ici, dans un navigateur web, j'ai tapé le nom de la Pantone, j'ai tapé le mot LAB après. Le premier résultat qui arrive, c'est sur iColorPalette.com. C'est cette page qui concerne cette couleur-là. Et donc, on a toutes les conversions ici et plein de pubs. Voilà. La valeur hexadécimale pas stricte. Hein. Si c'était du hexadécimal strict, ce serait des paires de chiffres et de lettres. Mais là, c'est plus large comme palette, c'est plus souple. La valeur RGB, mais quel RGB? Ça l'indique pas. Est-ce que c'est du sRGB, du Adobe RGB ou quoi? On suppose toujours que c'est du sRGB quand il n'indique pas. La valeur Hue Saturation Luminosity. Ok, ça c'est le RGB avec alpha, ça n'a aucun intérêt. La transparence. Ok, ici c'est le système XYZ, c'est un vieux système de l'entre-deux-guerres, les premiers expérimentations pour arriver à décrire de manière scientifique la couleur. Peu importe, ce qui nous intéresse en fait, voilà, je vais directement à la valeur qui m'intéresse le plus, c'est la valeur LAB. Ok, et normalement, si je tape ça dans Illustrator, je devrais avoir la possibilité de mettre la Pantone dans Illustrator. Ce qui a dit que tu allais arrondir les valeurs. Oui, c'est possible qu'il arrondisse. Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance. Parce que c'est juste visuellement dans Illustrator. Parce qu'après, si vous dites à l'imprimeur que ça doit être imprimé en Pantone 252, il ne va pas se tenir compte de la couleur qui y a réellement dans votre document. OK. Voilà, donc 58, 55, moins 38. OK, on essaye ça, dans mon cas. Voilà. Donc là, voilà. Visiblement, elle est terne. Elle est terne, pourquoi? Certainement parce que oui, je suis dans un document de type CMJN qui ne me permet pas de voir les couleurs vraiment. Donc, telles qu'elles sont. OK, éventuellement, je passe à menu édition. Attendez un peu, c'était où encore? Oh là là. Fichier, oui, vraiment d'un logiciel à l'autre, ça change, ça va à différents endroits. Merci Adobe. Donc, fichier, mode colorimétrique du document, couleur RVB. Et donc, là, en principe,
Si je vais voir le LAB, 55, 30, les valeurs ont changé. Il faut que je les réencode. 58, 55, moins 38. Voilà. Là, en principe, on le voit plus vif. Mais ça n'a pas une importance énorme. On aurait pu rester en CMJN et se dire, oui, la Pantone paraît terne, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que la Pantone ici soit bien encodée. Si, quand même, attendez, vous avez vu que ça avait changé les valeurs, en fait, hein, LAB. Ça avait changé les valeurs, donc il vaut quand même mieux être en RVB qu'en CMJN dans Illustrator. Donc, fichier, mode colorimétrique, couleur RVB, c'est mieux. OK. Donc, que dire? Ben, vous allez indiquer ici que c'est une couleur qui sera créée non pas sur le papier par superposition cyan, magenta, jaune, noir, mais par ton direct. Ça va être vraiment une Pantone. Et alors, le nom, vous pouvez indiquer le nom de la Pantone ici. Donc, c'était ici, de 252C. Voilà. Voilà. Et donc, vous avez la Pantone. Et vous avez le petit point au centre du triangle qui indique que c'est une spot color, une couleur de ton direct, donc qui va venir en plus de la quadrille, un 5e passage en presse. Donc, voilà comment mettre une Pantone dans Illustrator ou n'importe quel logiciel InDesign, Photoshop. Voilà. Bon, ben, enregistrez le document dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà, et on va appeler ça charte graphique, hein, couleur dans charte. Voilà, on va pas faire un nom trop long. Hein. Voilà. Donc, vous avez la couleur dans la case de premier plan. Si vous double-cliquez, c'est le sélecteur de couleurs qui arrive. Vous voyez vous aurez la même chose bien sûr dans InDesign et dans Photoshop. Vous voyez la valeur LAB. Non, elle n'est pas là. La valeur LAB n'est pas là. En tout cas, vous voyez, ce sera dans Photoshop qu'elle y sera en fait. Et vous voyez la valeur RVB et la valeur CMJN. OK. Donc, ben, notez les valeurs RVB et CMJN de la couleur Pantone que vous aviez choisie. OK, on va faire comme ça. D'habitude, je le fais plutôt dans Photoshop, mais on va voir ici, ça devrait fonctionner aussi. Donc, les valeurs lab, OK. Donc, RVB, entre parenthèses, je vais indiquer ici, mais lequel? Donc, RVB, nous avons dans mon cas... Ah, pas ça. Voilà. CMJN aussi. Mais lequel? C'est la question. Voilà. Donc voilà, ça aussi, ça se trouvait sur le web. Hein. Vous aviez vu hein, sur le site qu'on avait trouvé par hasard, là, le iColor Palette, il y avait les valeurs RVB.
de la Pantone 201, 100, 207 ici. Qu'est-ce que j'ai comme valeur RVB, moi, ici? 204, 95, 206, donc c'est pas exactement la même chose. Et les valeurs CMJN ne sont pas indiquées là. C'est visiblement orienté plutôt web alors. Hein. Ils auraient mis les valeurs CMJN sinon. Il y a d'autres sites où les valeurs CMJN, vous allez les trouver pour l'équivalent donc de la Pantone que vous aviez choisi. Bien, donc Illustrator. Mais on va tester dans édition couleur. En principe, donc, les valeurs que j'ai vues dans le sélecteur de couleurs, quand j'ai double-cliqué là-dessus, en principe, les valeurs, c'est celles pour du sRGB et du FOGRA 39. Qu'est-ce qui se passe si ici, je vais changer et du P3, par exemple, voilà, ça c'est la norme pour les appareils modernes, les smartphones, les tablettes, c'est un espace couleur large avec des écrans OLED qui affichent beaucoup de couleurs par rapport à les technologies LCD. Donc c'est le P3. Tiens donc, et si j'essaye aussi du Uncoated 29 pour le CMJN, voilà. Donc, allons voir si ça change. Donc, j'ai mis RVB P3 et CMJN FOGRA 29. Donc, maintenant, si on double-clique, est-ce qu'on obtient des valeurs différentes ou pas? En principe, oui, mais là, j'ai pas l'impression. Et donc là, c'est plutôt ennuyeux. C'est les mêmes valeurs. Donc, il va falloir que je creuse un peu. Quoique non, le CMJN a changé. Ah tiens, tiens. OK. Bon, en P3 pour le RVB, c'est resté la même chose. Mais le CMJN, j'ai des valeurs différentes. Donc, vous comprenez, pour obtenir la même couleur, la plus proche possible en CMJN, donc évidemment, si la Pantone est très vive, ce sera une couleur ternie, mais qui se rapproche le plus possible. Au début, le FOGRA 39 Coated, c'était donc les valeurs qui sont là en pourcentage CMJN. Et ici, le FOGRA 29, c'était ça, Uncoated. Voilà. Ok, donc dans édition couleur, j'étais bien en 29, oui c'est ça, FOGRA Uncoated 29. Alors c'est pas énorme comme différence, quoique quand même ici chez moi, j'ai quand même 5% de cyan de différence pour obtenir la même couleur sur du papier non couché ou sur du papier couché, que je vais écrire correctement ici, voilà, couché. Donc voilà, ça c'est intéressant. Ici, c'était du sRGB, nous avions ces valeurs-là. Et puis en fait, pour le P3, les mêmes valeurs. Voilà. Ok. Bon, allez, dernière fois, je vais les changer. Ici, je vais prendre éventuellement du Adobe RGB, qui est quand même une norme très connue. Ici, pour le CMJN, voyons un peu si on devait faire sur du coated américain, US Sheet Fed Coated. Je double-clique sur l'échantillon de la palette des outils. Voilà. Donc, je note. Ça, c'est du US Sheet Fed Coated. Donc, 31 de cyan au lieu de 43 et 38 dans les normes européennes. 62 de magenta au lieu de 69 et 71 dans les normes européennes. Et je suis toujours à 00 et 00 de jaune et de noir. OK. Et pour ce qui est du Adobe RGB, est-ce que ça a changé quelque chose ici?
À peine. Non, même pas. Donc là, j'ai quand même un doute que la conversion fonctionne bien parce que c'est pas normal. Les 3 mêmes valeurs RGB pour les 3 normes ici, ça ne va pas. Il y a un truc qui ne se fait pas dans Illustrator. Donc je vais mettre ça en rouge parce que là, à mon avis, il y a un problème. C'est pas possible que dans les 3 normes sRGB, P3 et Adobe RGB, j'ai les mêmes couleurs de rouge, de vert et de bleu, les primaires, qui me font donc les mêmes quantités de rouge, vert, bleu pour créer la couleur. Donc là, il y a un problème, ça ne marche qu'en CMJN, la conversion, dans le sélecteur de couleurs d'Illustrator. Est-ce que chez vous, vous avez pu voir, en fonction de ce que vous mettez dans édition couleur, vous avez pu voir des différences, ne fût-ce que pour le CMJN ici? Ça vous a donné les quantités? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Photoshop et aller voir si dans Photoshop, ça me fait la même chose. Parce que, voilà. OK, Photoshop. Donc, dans édition couleur. Donc, d'abord, premièrement, je vais aller taper... j'ai même pas besoin de document, en fait. Hein. Dans Photoshop, je vais aller ouvrir le sélecteur de couleurs. Et là, j'ai le LAB qui est disponible. Et je vais donc taper, dans mon cas, 58, 55, moins 38. 58, 55, moins 38. Voilà, donc ça, c'est la Pantone. C'est la Pantone. Donc, OK. Dans édition couleur, dans Photoshop, je vais aller indiquer le RVB. Ah ben voilà. Le RVB sRGB, en fait, je vais donc pouvoir, en cliquant ici et en regardant, voir les quantités 206, 96, 210, 208. Donc ça, c'est ce que Photoshop me dit. OK. Pour le P3, voyons ça, édition, couleur. En espace de travail, je vais donc indiquer le P3. OK. Quand je clique sur l'échantillon de couleurs, j'ai les quantités. Et là, elles sont bien différentes. Oui, oui, c'est logique. Le P3 est complètement différent du sRGB. 192, 103, 202. Je note ça ici. Voilà. Et concernant le troisième, le Adobe RGB, dans édition couleur, donc espace Adobe RGB. OK. Je clique sur l'échantillon et voilà. Voilà. Voilà, donc pour une raison qui m'échappe un peu, là, Illustrator ne faisait pas la conversion vers RVB de la Pantone. Par contre, Photoshop l'a fait. Hein. Enfin, la Pantone. Surtout la Pantone exprimée en LAB, quoi. Voilà. La couleur Pantone en LAB. Ouais, c'est ça. Dans Illustrator, j'avais chaque fois la même chose. C'était buggant. Par contre, ici, il m'a fait des choses différentes. OK. Est-ce que ça va? Des questions? Donc, vous voyez l'intérêt de pouvoir éventuellement, dans une charte graphique, indiquer que la couleur institutionnelle, pour la reproduire la plus proche possible sur tel ou tel type de papier, voilà les quantités, ou tel type d'écran, voilà les quantités qu'il faut utiliser. C'est quand même plus sérieux que de jeter des valeurs RVB ou CMJN, on ne sait pas à quoi ça correspond. Je vais juste ici, dans Photoshop,
moi, tester les CMJN pour voir si j'obtiens quelque chose d'identique que dans Illustrator. Donc, édition, couleur, je suis en CMJN, en faux gras 39, ok. Donc, qu'est-ce que ça me dit comme quantité? 38, 68, 00, donc oui, c'est semblable, très semblable. 38, 68, 00, 00, voilà. Donc, très semblable. Le faux gras 29 Uncoated, édition couleur dans Photoshop, ici. Uncoated faux gras 29. OK. Je regarde ici. Oui, très semblable aussi, à 1% près. Mais de toute façon, l'imprimeur n'est pas capable de contrôler sa presse au pourcentage d'encre près. Hein. Donc, pas de panique si on a 1% de différence. Dans la description de la couleur, ça reste quand même très correct, précis. Et le US Sheet Fed Coated, au cas où vous devriez un jour envoyer quelque chose à imprimer aux États-Unis, au Canada ou au Japon, sait-on jamais. C'est donc le US Sheet Fed Coated que j'avais choisi. OK, et donc ici, ça me dit la même chose à 1% près. Donc, on est bon. Moi, je vous le dis, on est bon. Très bon. Non? Ça m'a fait que graphique, c'est quel est le profil le plus. Donc, les profils les plus courants, c'est actuellement ces trois-là. Donc, le sRGB, évidemment, quand on doit diffuser la couleur sur un écran de bureautique, un écran d'ordinateur bas de gamme bureautique. Le P3 pour les écrans de smartphone. Les TV sont également, je pense, à la norme P3. Voilà. Le Adobe RGB est plus réservé au monde des photographes et des graphistes. Il n'y a pas vraiment d'appareil grand public qui diffuse aux normes Adobe RGB. Donc sRGB et P3, c'est les deux que je mettrai. Et voilà pour le CMJN, l'uncoated et le coated. Il y a également les anciennes normes Euroscale Coated, Euroscale Uncoated, qui sont parfois encore utilisées par certains imprimeurs. Mais voilà. Alors, si vous envoyez des films offset à un imprimeur au Canada, aux États-Unis ou au Japon, ça se fait de moins en moins parce qu'on fait directement du fichier vers les plaques offset, hein, le CTP, le Computer to Plate. Mais voilà, les films offset, il faut savoir qu'il y a un gros piège, c'est que aux États-Unis et au Canada, ils travaillent en négatif, bizarrement. Donc les films, voilà, qui sont en train là de sortir, je pense. Voilà. Un film offset qui sort de la flasheuse. Donc, en Europe, là où c'est noir sur le film, ça indique là où il devrait y avoir de l'encre, alors qu'aux États-Unis, il fonctionne en négatif. Donc, moi, j'ai eu le cas, quand je suis arrivé, j'étais tout débutant en infographie, j'arrive dans une boîte de pré-presse dans les années 90, et voilà, il se trouve qu'ils avaient envoyé des films offset positifs aux États-Unis, et puis il y avait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit des avocats qui téléphonaient dans la boîte et qui voulaient parler à quelqu'un parce qu'en fait, il fallait payer parce qu'on avait créé un problème. La chose n'avait pas pu s'imprimer parce qu'il fallait des films négatifs. Ils étaient tous dans la boîte en train de dire « Oui, mais c'est quoi cette histoire des films négatifs? Et c'est toujours positif des films, c'est quoi ?»
Et puis je leur dis, moi, je vous rappelle, j'étais débutant, je venais de sortir de plusieurs années d'école, et puis je leur dis, mais oui, aux États-Unis et au Japon, c'est des films négatifs. Et puis ils me disent, mais comment tu sais ça, toi? Comment tu sais ça? Ben, je leur dis, ben, c'est à cette page-là du livre. Je leur ai sorti un livre qui explique la PRO, la publication assistée par ordinateur. Et en effet, à cette page-là, il était indiqué les films offset pour le Japon et les États-Unis, c'est en négatif. Comme quoi, quand vous avez un stagiaire ou un débutant dans la boîte, parfois, il a du temps pour lire des livres et pour se former. Et les gens qui sont en place et qui sont la tête dans le guidon en train de bosser tout le temps, ils passent parfois à côté de certaines choses. Donc, mortalité de l'histoire, tout le monde dans une boîte peut apporter quelque chose. Malheureusement pour eux, j'avais pas entendu qu'ils envoyaient des films offset aux États-Unis, sinon je m'en serais peut-être mêlé en leur demandant, tiens, comment ça se fait qu'ils sont pas négatifs vos films? Pourtant, dans le livre là, ils indiquent que, voilà. Mais non. Ok.